Nasrallah Yous, né le 12 août 1957 à Marseille, a longtemps habité à Ben Talha en Algérie. Il vit en exil en France depuis 1998. Il est peintre calligraphe. Dans son livre intitulé Qui a tué à Ben Talha, il revient sur le massacre du 22 septembre 1997 qui fit 417 morts et une centaine de blessés. Présent aux côtés des familles de disparus en ce jour du 4 septembre à la place Stalingrad à Paris, à l'occasion de la Journée internationale contre les disparitions forcées célébrée le 30 août de chaque année depuis 2011, Nasrallah Yous nous livre ce témoignage au micro de Radio des Sans-Voix. Bonjour, la Radio des Sans-Voix accueille aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale sur les disparitions forcées Nasrallah Yous. Bonjour Ness. Bonjour. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour nos auditrices et auditeurs? Toujours du mal quand on me demande, difficile de se définir, parce que je suis pluriel, je suis Nasrallah Yous, militant des droits de l'homme et réfugié politique en France. Voilà. J'ai fui l'Algérie après les massacres pour dénoncer tout ce qui s'est passé pendant la décennie noire. Donc ça m'a valu le statut de réfugié. Je suis en France depuis 24 ans et je continue à me battre pour une Algérie plurielle, une Algérie démocratique, une Algérie moderne et pour la vérité et la justice, parce que la vérité et la justice, c'est la mémoire. Je me battrai jusqu'à la fin pour qu'il y ait des musées, des mémoriaux qui retraceront l'histoire de notre Algérie contemporaine. Voilà. Alors, Nasrallah Yous est également l'auteur du livre Qui a tué à Ben Talha. Je tenais à le préciser également. Oui, j'ai commencé par faire un documentaire avec Jean-Baptiste Rivoire, justement sur ce qui s'est passé à Ben Talha dans la nuit du 22 au 23 septembre 1997, où il y a eu quand même 417 morts et 30 femmes enlevées. Donc, j'ai enquêté en Algérie avant de partir, venir en France. Je suis resté 5-6 mois à enquêter, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc j'ai été contacté par des journalistes là-bas, mais aussi ici. Et je l'ai fait parce que, pour une simple raison, c'est que à l'époque, toutes les personnes qui témoignaient se cachaient. Et ça enlevait de la crédibilité à tous les témoignages. Il fallait que quelqu'un le fasse à visage découvert. Donc j'ai commencé par le faire. Ça après, il y a d'autres personnes qui ont suivi, tant mieux. Ça les a encouragés à témoigner aussi à visage découvert. Parce que c'est vrai qu'on avait peur pour notre famille, pour notre entourage, les menaces. On sait comment fonctionne le régime algérien. Les menaces... qui font pression sur tout le monde. Voilà. Et ensuite, vu que sur Antenne 2, le reportage est passé sur Antenne 2, mais je vous rappelle, le rédacteur en chef, Thierry Tulier, ne voulait pas citer explicitement les militaires, donc le rôle des militaires dans ce massacre. Il voulait uniquement aborder la non-intervention des militaires. Et donc, moi, ça m'a fait un peu enragé. Et donc, j'ai décidé d'écrire un livre pour compléter les informations. Et dans le livre, vous avez toutes les précisions, tous les indices qui m'ont fait penser que derrière ces groupes, entre guillemets, terroristes, il y avait la main du DRS et la main des militaires. Voilà. Et on va revenir à la question de disparition forcée. Nasrallah Yous est également l'oncle d'un disparu. Tu pourrais nous en parler, Nas? Je suis l'oncle d'un disparu et je suis le beau-frère d'un disparu. Bon, mon ex-femme aussi, son frère a été enlevé de chez lui. J'ai commencé par connaître la disparition forcée
parce que sincèrement, je ne connaissais pas ce phénomène. Je voyais des gens se faire enlever la nuit ou dans la journée ou au travail, se faire enlever. On venait les chercher soit en civil, soit les gendarmes et les militaires, soit les services, les agents de l'État venaient les chercher et ils ne réapparaissaient pas. Donc j'ai commencé à connaître ce phénomène comme ça, mais j'étais très loin de comprendre que c'était un phénomène aussi important et où il y avait de nombreux disparus. C'est justement après la disparition de mon neveu, et je précise que ce jour-là j'étais chez ma mère à Barraqé et Amin prenait sa douche quand je suis arrivé. Donc il prenait sa douche avant de sortir, il devait sortir avec ses copains, donc tout était normal. Je suis rentré chez moi à Bant Talha et tout de suite après ma mère m'appelle pour me dire Amin n'est pas rentré. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On est allé enquêter auprès de ses amis qui étaient avec lui et on s'est rendu compte qu'il avait été rappelé, il avait été rappelé par des agents de l'État, enfin, en civil, avec des voitures banalisées. Parce que ce jour-là, il y a eu un attentat contre l'installation. Les autorités devaient installer je ne me rappelle plus, le wali ou un chef de daïra, où il devait visiter Baraki. Et il y a eu un attentat contre lui. Et donc les flics ont ramassé carrément, comme on dit, ont ramassé 14 jeunes. Ce jour-là, 14 personnes avaient disparu et été enlevées de Baraki, dont Amin. Et Amin, c'est pas pour le défendre ou pour le... Il n'avait rien, c'était un jeune homme qui n'aspirait qu'à vivre. Il avait l'intention, mais il me parlait beaucoup, il voulait devenir plombier. Il avait l'intention de partir, de venir en France rejoindre sa mère. Il n'était impliqué dans aucun mouvement politique ou autre. C'était un bon vivant qui aimait la musique, qui aimait le... Et voilà, pour dire que le phénomène de la disparition, et des massacres, nous a carrément anéanti toute la famille. Et voilà, jusqu'à présent, on continue à se battre pour savoir qu'est-ce qu'il en est, où est-il, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui. C'est toutes ces questions qui sans réponse, qui nous taraudent, jour et nuit. C'est terrible de ne pas faire le deuil. Et Je pense à ma mère, j'ai une pensée pour ma mère qui est morte l'année dernière en juillet et qui a passé une partie de sa vie à le rechercher et elle est morte sans le savoir, sans savoir où il est. Et Amine, c'était quand même son enfant, c'était parce qu'elle l'a élevé. oui. Donc le phénomène de la disparition, il faudrait qu'on en parle plus en Algérie, parce que seulement c'est un phénomène mondial qui ronge beaucoup de pays, mais c'est aussi une arme redoutable pour faire taire les militants et les opposants, mais aussi pour semer la terreur dans une population. Moi j'ai vu des parents de disparus carrément raser les murs parce qu'ils avaient peur de faire du bruit, ils avaient peur qu'on leur enlève encore un enfant. Et un enfant c'est précieux. Tout être humain est précieux bien sûr. Merci Inès. Peux-tu nous parler également de l'événement qui a été organisé par la FEMED, la Fédération Euro-Méditerranéenne pour les disparitions forcées, à l'occasion de la Journée internationale sur les disparitions forcées? Oui, je suis honoré de participer à cet événement qui a lieu chaque année le 30 août. C'est un événement, une sorte de rappel. Justement, la FEMED, c'est quand même une organisation qui fédère plusieurs pays, plusieurs associations de pays à l'origine du pourtour méditerranéen, mais pas que, puisque viennent
s'intégrer des pays de l'Est, des associations de pays de l'Est. Et c'est intéressant de voir toutes les expériences, de partager nos expériences, mais aussi de se rassembler pour lutter ensemble. Parce que comme je le disais auparavant, la disparition forcée est devenue un phénomène mondial. Donc c'est une façon de sensibiliser, à la fois de sensibiliser l'opinion publique, mais aussi de garder la mémoire vive. Parce que le vrai danger pour tout ce qui s'est passé et pour l'humanité, c'est l'oubli, le déni et l'oubli. C'est deux choses qui sont insupportables. D'oublier ce qui s'est passé, parce que c'est la répétition, parce que c'est commémorer des événements comme ça, c'est de se rappeler de ce qui s'est passé pour ne pas reproduire. Voilà. Et sensibiliser les jeunes, leur dire aussi qu'il y a des mécanismes. Je vois que récemment, j'en ai parlé hier, ces pratiques reprennent en Algérie, même si c'est un peu timide. C'est-à-dire que les enlèvements reprennent, mais sont de courte durée. Les personnes enlevées se retrouvent en prison, sans mandat d'arrêt. Voilà, et c'est des pratiques pratiques de voyous, c'est des pratiques de bandits. Donc c'est toujours rester en alerte, parce que je pense que ça peut revenir. Ça peut revenir en fonction de la dangerosité ou de l'importance du mouvement du Hirak. C'est-à-dire qu'on a vu que le pouvoir en place, dès qu'il a peur, il perd, il panique et il fait n'importe quoi. C'est pour ça que ce que je peux dire, c'est que là actuellement, on a dépassé une autre étape. C'est que les gens qui sont en exil sont poursuivis. On le voit dans l'arrestation du gendarme qui était en Espagne. L'Algérie a demandé son extradition. Ceux qui sont en exil dérangent énormément plus que ceux qui sont là-bas. Et on voit que le pouvoir a décidé, la chasse aux sorcières, a décidé de s'en prendre aux exilés. Cela veut dire que tout simplement qu'ils paniquent. Il faut garder la tête froide et s'organiser pour le faire tomber. Voilà, c'est tout simple. Hein. Et je pense qu'une fois qu'il sera tombé, on pourra faire des enquêtes sur les charniers, parce qu'en Algérie, il y a beaucoup de charniers, sur les enterrés sous X dans les cimetières. Je me demande encore comment personne ne parle de ça. C'est qu'il y a 3000 enterrés sous X dans les cimetières et personne ne cherche à comprendre qui sont-ils. Il suffit d'un simple test ADN pour permettre aux familles de faire leur deuil. 3000 personnes, c'est pas n'importe quoi, c'est pas. Oui. Et le test ADN, c'est pas cher et ça peut se faire facilement. C'est-à-dire que j'ai vu hier ce qui m'a marqué je reviens à la question initiale, qu'est-ce qui m'a marqué dans la journée internationale sur les disparitions forcées. C'est le reportage d'hier sur l'Uruguay et le Chili et l'Argentine. Ça m'a marqué l'histoire de la jeune fille qui a été enlevée par les militaires et qui a été remise, qui a été adoptée malgré elle, malgré sa famille, à son insu et contre la volonté de sa famille. Ses parents sont morts, mais sa grand-mère s'est battue pour la retrouver. Ce qui m'a marqué, c'est ce reportage. Et en plus, quand j'ai appris que cette fille-là, elle est devenue avocate et que maintenant elle poursuit tous les tortionnaires et tous les kidnappeurs. Et ça, pour nous, c'est une grande bouffée d'oxygène. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce témoignage. Et on te dit Nes à l'année prochaine certainement. Si on saura, je serai encore de ce monde. Ah ben, je l'espère. Merci encore. Merci.